bienvenue, oula, très basse. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Est-ce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que nous allons pouvoir mener ce stream à son terme? Ces derniers temps, les éléments ont quelque peu été contre nous, des éléments très divers et variés. En premier adversaire, je demande bien sûr une migraine qui a duré 5 jours, bien sûr, m'empêchant de streamer. Ensuite, vous reprendrez bien une petite crise d'endométriose pour apporter un petit peu de dimension différente à tout ça. Et quand on n'a ni l'un ni l'autre et qu'on est content et qu'on peut enfin streamer, vous prendrez bien un petit chien malade. Bon, qu'est-ce qui va nous arriver ce soir? On ne sait pas. On ne sait pas, on croise les doigts, on touche du bois, tout va bien. Tout va bien, Oliver va bien, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais Oliver va très bien, il est juste fatigué, il se repose, voilà. Vous le verrez pas dans le fond, il est resté sur le canapé. Il faisait un gros dodo. Merci beaucoup Rosatan, merci beaucoup pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci également, alors, oui c'est vrai qu'on n'a pas fait problème de PC, vous avez raison. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hier je suis un peu partie un peu vite, du coup il y a plein de... Il y a encore des bruitages bizarres en fond. Je suis passée un peu vite, du coup il y a plein de gens qui ont sub que je n'ai pas remercié, j'en suis profondément désolée. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu confuse, un petit peu occupée sur autre chose. Merci à vous hein, qui était là et que j'ai pas pu remercier. Je tiens vraiment à remercier à chaque fois les subs, mais là bon, circonstance c'était un peu particulière. Merci Ken Pachiro pour les 34e mois, bientôt les 3 ans OMG. Merci beaucoup, merci Useless pour le 3e mois. Merci Amber également pour le raid, bienvenue à vous. On va faire du Mario Wonder, on va papoter un petit peu, mais d'abord, on vapote et ensuite on fait du Mario Wonder. Je me perds dans ce que je dis. Merci beaucoup, merci Sexy Teletubbies. Mais t'avais pas fait ton sub il y a pas longtemps, toi? Il me semblait que il y a 3 jours, je l'avais remercié. Merci beaucoup pour le 10e mois, merci beaucoup. Merci Dexy Ice pour... ça, c'était hier. Dexy Ice, Setnan, les forces du Mel, Eldat, etc. Tout ça, c'était hier. Oui, j'ai de l'endométriose, tout à fait, Lily. Tout à fait. Avec des moments, enfin c'est pas un tabou, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait depuis que j'ai cette chaîne que j'en parle, et avec des moments où ça va considérablement impacter ma vie professionnelle. Là ça faisait plusieurs mois que ça l'impactait beaucoup moins, et il y a des fois où bah la vie fait que, voilà. Donc en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais là c'était suffisamment ok pour que je puisse streamer. Voilà, on va reprendre un petit peu d'acide ce soir, tout à fait. Contraction d'accouchement, bonjour. Salut Tesserac. L'endométriose c'est un marronnier. Après ça se l'a dit, ces derniers mois j'en ai beaucoup moins parlé parce que c'était moins au cœur de ma vie, on va dire, ça fluctue quoi, mais c'est pas un truc sur lequel j'ai un tabou parce que je trouve que c'est important justement d'en parler de ça. Et je me dis que si j'avais une maladie comme le diabète, ce ne serait pas un tabou, alors pourquoi l'endométriose le serait tout simplement. Merci beaucoup de l'avant douce pour le 14e mois, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi mais je peux toujours annoncer 2 fois mon sub. Ah ouais? Non, c'est étonnant ça. Je vais peut-être enfin avoir le diag endométriose et juste enfin. Ouais, je comprends de ouf Sigmund Freud parce que quand j'ai eu mon diagnostic, le truc qui est très bizarre hein, pour les gens qui n'ont pas eu des douleurs chroniques, quelles qu'elles soient, c'est qu'il y a eu un sentiment de soulagement. T'es pas heureux d'avoir une maladie, surtout une maladie qui ne se traite pas vraiment et qui ne se soigne pas à proprement parler, mais en fait t'es soulagé parce que t'as enfin un mot pour décrire ce que tu décrivais comme symptôme depuis des années. On dit souvent que les femmes mettent plus de 10 ans à se faire diagnostiquer l'endométriose et moi 10 ans, hein, vraiment, il s'est passé 10 ans justement, et il y a vraiment eu ce mode en... Ah, donc il y avait bien un truc, depuis le début je sentais qu'il y avait un truc et il y avait bien un truc et je suis pas complètement dingue et je suis pas complètement folle et du coup j'étais soulagée et à partir du moment où j'ai eu ce diagnostic-là, on n'a plus jamais remis en question mes douleurs, que ce soit les médecins, que ce soit mon entourage proche et moins proche. Et ça, c'est très agréable parce que j'étais en mode... J'étais pas en train de feinter, c'était pas une excuse en fait, depuis tout ce temps. Tous ceux qui ont une errance médicale, quelle qu'elle soit, comprendront ce soulagement d'avoir un diagnostic. Non pas que t'es heureux hein, du résultat, mais juste au moins, tu dis j'étais pas fou. Bon, on arrive dans des sujets sérieux direct là comme ça, là on est là. Moi j'avais fait... comment ça se décèle le diagnostic? Tu as 2 façons de faire. Tu as une échographie endovaginale. L'échographie endovaginale est une échographie qui n'est pas sur le ventre mais qui passe par le vagin. Donc ce n'est pas très agréable comme
comme examen, on va dire, même s'il y en a des pires. Tu peux diagnostiquer comme ça avec une radio, enfin une échographie endovaginale, et tu peux aussi le diagnostiquer avec une IRM. Et dans les deux cas, il faut des gens qui soient assez spécialistes de la chose, parce que tu peux très bien avoir de l'endométriose qui n'est pas décelée ni à l'échographie, ni à... C'est une échographie? Oui, c'était bien ça. Oui, oui. Ni à l'échographie, ni à l'IRM. Donc, et pourtant, tu as des séquelles de l'endométriose. Donc c'est compliqué. Et des fois, tu as beaucoup de lésions d'endométriose, mais tu n'as pas forcément les symptômes associés. Ça dépend où c'est placé, ça dépend de plein de choses. Enfin, c'est très fun comme maladie. Bref, le frottis, non, pas à ma connaissance. Mais après, peut-être que ça a évolué, mais le frottis, il me semble pas. Le frottis va être utilisé pour déceler comment ça s'appelle les cancers du col de l'utérus, si je dis pas de bêtises. Plutôt. Merci beaucoup Blue Malignante, merci beaucoup pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup, merci Lavandouce pour le 14e mois, merci beaucoup. Est-ce que l'endo peut se déclencher à n'importe quel moment de la vie? Généralement, t'as toujours eu de l'endo, c'est juste que les lésions... pour ceux qui ne savent pas, parce que moi j'en parle souvent, il y a plein de gens qui ne savent plus ce que c'est, enfin qui ne savent pas ce que c'est, mais l'endométriose, ce sont en gros ce sont... Le corps de la femme fonctionne par cycle de 28 jours approximativement. Il y a des gens pour qui c'est plus court, il y a des gens pour qui c'est plus long. Et du coup, les règles sont le résidu de la nidification, de ce qui va recevoir éventuellement l'ovule fécondé, le futur fœtus, le futur bébé. Et tous les mois, donc ton corps se tapisse. Ton corps se tapisse. En fait, ils mettent la layette sur les murs et tout. Il faut une petite chambre, ils repeignent tout et tout en mode vas-y, ça va arriver ce mois-ci, ça va être super, on a tout préparé. L'ovule n'arrive pas, l'ovule n'est pas fécondé. Et en fait, ton corps, il est en mode vas-y, ça m'a trop cassé les couilles. Je jette tout. C'est les règles. Je jette tout. Et quand ton corps est pas très gentil, il se dit tiens, et si je gardais des petits bouts de papier peint, mais juste par endroit, ils resteront collés, ils vont s'accumuler. Et au bout d'un moment, il y aura tellement de papier peint que ce sera très désagréable et ça fera mal. Elle est bien ma métaphore de l'endométriose, elle est super. Le corps boude. Mon chien va beaucoup mieux. On détapisse mais mal, voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. On détapisse mais pas très très bien. Et du coup, ça crée des douleurs énormes, pas seulement pendant les règles, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'endométriose, tu as des douleurs que pendant les règles. C'est le cas pour certaines femmes, mais pas pour d'autres. Et tu peux avoir mal un peu tout le temps, des fois. C'est un plaisir. Mais il fallait pas faire appel à des tapisseurs de Wish. Je suis d'accord avec vous, mais bon, écoutez, moi, mon corps, il a choisi un service low cost. Moi, j'aimerais bien investir dans plus, mais c'est pas moi qui choisis, quoi. Oui, ça déglingue les intestins, ça déglingue... pour certains, ça va être au niveau de la vessie, pour certains, ça va être au niveau du côlon. C'est très sympa. Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup des personnes. Voilà. Voilà. En gros, ça déglingue. Exactement. Bon bref, c'est une maladie dont on parle de plus en plus souvent parce qu'elle était sous-diagnostiquée pendant très longtemps et beaucoup de personnes se plaignent en fait de leur douleur de règles et n'ont pas été diagnostiquées, ce qui était mon cas. Merci beaucoup Wax pour le 14e mois, merci beaucoup. Je note. En vrai, j'ai pas de traitement pour les migraines parce que je ne suis pas une migraineuse de base, mais ce serait peut-être bien d'en avoir une. Mon père a une excroissance osseuse rarissime, provoquant des douleurs affreuses dans l'épaule. Il allait jusqu'à tester tous les antidouleurs qu'il lui passait sous la main pour tuer la douleur. Il m'a raconté le soulagement quand il est tombé sur un médecin qui a finalement trouvé son truc. Il a été opéré et depuis tout va bien. Non, mais c'est un vrai soulagement que les gens qui ont eu une errance médicale comprendront. Tout à fait. Bon bref, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Pour ceux qui me disaient, qui me parlaient d'Oliver, alors Oliver va beaucoup mieux. Je suis désolée parce que j'ai l'impression d'avoir très très mal géré en stream hier parce que quand il s'agit de mon chien, mon chien c'est mon bébé quoi et
et de le voir pas très bien. J'étais un petit peu en panique. En même temps, j'essayais de gérer le stream, j'essayais de gérer le chien. Enfin, c'était un peu compliqué. Bref, un veto de garde est venu. J'ai coupé mon stream et le veto de garde est arrivé à peu près une demi-heure plus tard et a fait une piqûre anti-émétique, je crois que c'est le terme. En gros, qui allait arrêter les nausées et les vomissements pour le chien. Ce qui l'a beaucoup calmé et en gros, on ne sait pas si c'est dû au vaccin, si c'est dû au vermifuge parce que j'ai fait les deux le même jour. J'ai fait les deux le même jour chez le veto et voilà, et il va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'hier j'étais un petit peu en panique parce que j'ai rarement vu Oliver pleurer autant. Ça s'entendait pas sur le stream, mais Oliver pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand tu vis avec un animal, tu sais ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et tu sais à quel point c'était anormal. Et là, c'était clairement, il m'envoyait plein de signaux pour me dire j'ai un problème. Là, j'ai un problème. Donc là, il va beaucoup mieux. Là, il est juste fatigué, il fait dodo, mais c'est vrai qu'hier, la soirée était un peu compliquée. J'espère ne pas vous avoir stressé. Dès que j'ai eu des nouvelles, je me suis dit, vas-y, je vais le dire sur les réseaux sociaux parce que je sais que vous êtes très attentifs et que vous aimez. On est dans une communauté où on adore les animaux ici. Donc je sais que par empathie, vous étiez inquiets. Donc j'ai essayé de vous tenir au courant le plus vite possible. Mais Oliver va très bien. Oliver va très bien. Mais il a quand même... la veto de garde m'a dit, vous avez bien fait d'appeler parce qu'il avait quand même vomi une dizaine de fois en l'espace de très peu de temps. Il avait le cœur qui était un petit peu plus haut que d'habitude. Il haletait beaucoup. Il était très agité. Globalement, il était très agité. Il tournait en rond un petit peu de façon nerveuse et tout. C'était assez inquiétant. Et c'est pas juste il a vomi 2 fois et je me suis inquiétée, tu vois. C'était un peu plus que ça. Et quand tu vois ton chien c'est ta vie, t'es en mode, tu le vois comme ça, tu te dis bon. Et la question, est-ce que ça m'a coûté cher? Oui. Oui, mais j'ai la chance de pouvoir faire ça, on va dire. Comme mon chien, c'est ma priorité, bah, je me suis dit, let's go. Hein. Ça va, Brass? Trinity a eu hospitalisation pour 3 jours, un chat avec médoc et tout. Admis à la clinique la nuit, 200 balles. Elle n'en revient pas non plus. Enfin, moi, j'ai payé quasiment 200 balles aussi pour Oliver hier. Après, le chien est venu... Enfin, le veto est venu à domicile. Le veto est venu à domicile. En vrai, je m'étais posé la question pendant le stream. Est-ce que je prends ma voiture? Est-ce que je vais aux urgences vétérinaires de... Il y a des urgences vétérinaires 24/24 sur Montpellier. Je me suis dit, vas-y, je risque de Oliver n'aime pas beaucoup la voiture. Je risque de le stresser. Je suis toute seule. Si j'avais quelqu'un qui aurait pu tenir le chien à la rigueur, déjà il va vomir dans ma caisse, ce qui est un peu chiant. Si quelqu'un pouvait tenir le chien et tout ça à côté, ça aurait été plus pratique. Mais là, conduire, gérer la conduite, le stress que j'avais de la situation, into le chien giga stressé, je me disais ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Donc quand ils m'ont dit bah on vient à domicile, j'ai dit bah écoute, ce sera plus cher, mais tant pis. Hein. Pour le veto. Non, j'ai pas de mutuelle pour Oliver. Uber veto, c'est déjà compliqué d'avoir un Uber avec un chien. Si en plus le chien il est en mode vomito 2000 là, c'est compliqué. Merci Max pour le 6e mois, merci beaucoup. Mais au final tout va mieux et ça m'a juste coûté cher et de voir l'apaisement d'Oliver juste après ça, ça valait bien ces 200 balles donc écoutez. Écoutez, j'ai la chance de pouvoir faire ça sans que ça me mette turbo dans la merde donc j'ai envie de vous dire, autant le faire, quoi. Et merci Pastèque pour le 31e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Et salut The Last One. Je peux prendre mon chien avec moi, c'est un peintre professionnel. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état du coup? On ne sait pas si c'est les vaccins, sachant qu'Oliver a 3 ans. Et demi, même, quasiment. Oliver a plus de 3 ans, du coup ce n'est pas la première fois qu'il fait ses rappels de vaccins, sauf que la veto de garde m'a expliqué que si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, c'est vous avez un vaccin de base pour les chiens qui couvre plusieurs maladies, et en gros le produit est le même, mais les adjuvants qu'on rajoute dans les vaccins ne sont pas forcément les mêmes. Et c'était le même vaccin, mais en fait le laboratoire avait changé, donc c'était pas exactement la même composition.
Et du coup, il y a des chiens qui réagissent à certains trucs et pas à d'autres. Exactement comme nous, on réagit des fois à certains médicaments et pas à d'autres en termes d'effets secondaires. Et là, bah, ça l'a un peu secoué. Et comme il a été vermifugé, avec un vermifuge que je n'ai pas l'habitude d'utiliser non plus, en même temps que la visite chez le veto, là, et ben on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais en tout cas, c'était assez impressionnant. Plus de 3 ans, ça veut dire que je suis là depuis plus de 3 ans, ça fait froid dans le dos. Bah ouais, hein. Le stream d'arrivée d'Oliver, c'était en septembre 2020. Parce que j'ai eu l'année du confinement, l'année du Covid. Merci beaucoup Xav pour le 22e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Mon chat a un souffle au cœur, donc les mutuelles refusent de l'assurer. MDR, mais tranquille, elle va bien, on fait attention. Force à toi, lecture aléatoire. Bah, en vrai, c'est horrible parce que les mutuelles, ils veulent que des animaux en bonne santé. Du coup, t'es dans la sauce, mais... Veto a fait quoi exactement pour le soulager? Il lui a fait une piqûre pour arrêter les nausées et arrêter les vomissements. Et du coup, ça s'est arrêté tout de suite. Ce qui me faisait peur, c'est que Oliver a continué à vomir après que j'ai cut le stream. Et au bout d'un moment, je voyais... En fait, c'est pas glam, hein, je suis désolée, hein, mais en fait, il y avait rien qui sortait. Mais il avait quand même le réflexe vomitif. Et genre, si vous avez des souvenirs de ça... Genre, quand t'as vomi plusieurs fois d'affilée, le corps, il est épuisé de fou. Et Oliver, il était en train de s'épuiser de fou, quoi. Je pense pas qu'il aurait... je pense qu'il aurait juste passé une très mauvaise nuit, et moi aussi au passage. Je pense pas qu'il aurait... que son corps aurait lâché non plus, mais bon... t'as pas envie de tenter que le diable, quoi. Tu vas pas te dire... Vas-y, on verra demain. On verra demain, peut-être on aura une mauvaise surprise, on sait pas. On sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, tu te poses pas la question, c'est cas-là. Les mutuelles et l'assurance, si t'as un risque de devoir les utiliser, elles sont pas chaudes, c'est un peu honteux. Ouais, parce que clairement, c'est... ça craint. Merci Ximou également pour le 44e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bye Ximou. Ça fait un peu peur ce genre de choses, surtout sur les animaux, parce qu'en plus, on sait qu'ils ne vont pas bien, mais on se sent démunis pour leur faire comprendre qu'on est là et qu'on va les aider. Bah, ce qui est bien, c'est que je sentais qu'Oliver comprenait que j'essayais de l'aider, parce que genre, je le rassurais beaucoup. Il était très très agité, et à partir du moment où j'étais proche de lui, que je le caressais, je lui parlais doucement, je voyais bien que ça le calmait un petit peu et que ça l'aidait à déstresser quand même. Donc quelque part, tu peux quand même un petit peu leur expliquer et essayer de les soulager un petit peu, mais bon, bah ça sera jamais aussi bien qu'un veto qui est en train de faire des soins, quoi. Mais bref, voilà. Donc j'espère ne pas vous avoir trop inquiété hier, de ne pas avoir trop overreact. Mais quand il s'agit de mon chien, j'ai tendance un peu à overreact. Je me souviens de la fois où Oliver s'était fait attaquer par 2 chiens. J'étais revenue chez moi, j'avais pleuré pendant 1 heure continue, je crois. De stress. Post-stress. Un chat qui, avec l'âge, se met à beaucoup tousser et vomir. Il est traité pour ça, ça me fend le cœur à chaque fois. Ouais, je comprends, Château Margaux. Non, c'est horrible de les voir souffrir, c'est horrible. Merci, Visiteur Vlaz. Merci beaucoup pour le 17e mois. Merci beaucoup. Nos enfants, en vrai, bah, c'est pas la même stade qu'un enfant, mais quand tu n'en as pas, c'est ce qui se rapproche le plus d'un gosse, hein, effectivement, quand t'as un animal. Hein. Ça ou chien, peu importe. Hein. Enfin, ou autre chose. Peut-être que vous avez un cochon nain de compagnie, je n'en sais rien, mais... On n'a jamais eu de problème en montagne avec les patous. Non, mais je n'ai jamais promené Oliver en montagne avec des patous. Et normalement, quand il y a des patous, généralement, t'as pas hyper... C'est des zones où t'as pas forcément hyper le droit de te promener aussi. On parlait de bonnes ou de mauvaises surprises, leur confort c'est la base. Au passage, tu n'as pas surréagi, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je suis vraiment contente pour vous deux. Ouais, mais c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Merci, c'est gentil. C'est quoi des patous? Les patous, c'est des gros chiens. C'est les chiens qui gardent les troupeaux. Vous avez 2 types de chiens. Vous avez les chiens qui vont s'occuper de bouger les troupeaux. Ça va souvent être des border collies. Qui sont des chiens de berger. Mais vous avez un chien qui a un autre rôle qui est le gardien de troupeau. Sont des chiens qui sont très massifs et qui sont censés être capables de tuer un loup, hein, tout simplement. Hein. C'est pour ça que ces chiens-là existent. Et les patous, c'est le chien de Belle et Sébastien.
Belle et Sébastien, si ça vous parle comme référence, il me semble que c'est un patou. C'est des gros chiens. En vrai, ça ressemble à des très gros Golden Retriever. Mais c'est énorme. C'est des chiens énormes. Et ce qu'on dit à chaque fois, c'est que si vous voyez un patou... alors, je vais faire attention parce qu'il y a des patous. Il y a des photos de patous blessés, donc je vais pas vous montrer ça. Ce sont des chiens qui sont censés garder les troupeaux. Ce sont des chiens qui sont en train de travailler. Donc, si vous voyez un patou en pleine rando au niveau d'une montagne, ne touchez jamais le patou. Ne le touchez pas. Ce sont des chiens qui ne sont pas faits pour être des chiens de compagnie. Ça ressemble à ça, un patou. Vous voyez, ça ressemble à un gros golden avec plein de poils. Énorme. Ne touchez jamais un patou, ça peut être très dangereux. Il peut vous niaquer. Il est en train de travailler, il est en train de surveiller le troupeau. Faut pas l'embêter. C'est un chien de travail. C'est pas un chien qui est fait pour ça. Don't pet the patou. T'as une tête de nounours, hein. T'as très envie d'y aller, hein, mais don't. C'est vraiment un chien de garde. Hein. C'est un agent de sécurité, exactement. Vous voyez le mec en boîte là qui fait le videur là. Vous avez pas envie de lui serrer la main parce que vous avez peur qu'il vous broie. Et bah, il faut se dire, le patou c'est pareil. Et ils sont comme ça parce que comme ça, ils se confondent un peu au milieu du troupeau. Et les loups se méfient plus. Techniquement, parce qu'en fait, dans la réalité des faits, les loups ont plus ou moins compris comment contrer les patous. Parce que ce sont des animaux très intelligents qui exercent en meute. Donc le patou est un peu une solution palliative pour protéger les troupeaux. En vrai, les patous ne donnent pas du tout envie d'être pets. Tu vois la taille des bestiaux et quand ils aboient ou se dirigent vers toi, c'est tellement pas ton pote. Je suis d'accord avec toi, S-Dod. Je suis totalement d'accord avec toi. J'adore les chiens, mais alors quand je vois un patou, je suis en mode hi! Hello! J'y vais, hein! Et pas de pas de pattes sur les loups non plus. Ah, les loups, je pense que vous allez pas y arriver, hein. Vu comme c'est craintif comme bestiole. Merci beaucoup, The Ventouse, pour le 34e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, Escaverse. Les Rhodesian Ridgeback. Ils sont des animaux qui étaient censés chasser les lions à la base. Chien très spécial et assez rare d'ailleurs. On voit pas souvent ce chien. Particularité de cette race de chien, vas-y, vous êtes en train de me tunnel vision, vous êtes chiant, vous connaissez mes faiblesses. Particularité de cette race de chien, c'est une race africaine du coup qui a été, alors je ne sais plus, de Rhodésie, mais alors la Rhodésie, c'est quelle partie? C'est quoi la Rhodésie déjà? C'est quoi comme pays maintenant? Enfin, c'est peut-être sur plusieurs pays d'ailleurs. La Zambie? Zambie, Zimbabwe. Ok, donc c'est un chien qui est originaire de là. Petite particularité, le Rhodesian Ridgeback a une crête hérissée sur tout le long de la colonne. Donc ses poils sont à rebrousse-poil. Sur tous les chiens de cette race, il y a cette particularité physique. Je sais pas si ça se voit très bien. Ouais, c'est marrant, hein. C'est normal, hein. C'est normal. C'est pas un problème de santé ou quoi. C'est très mignon. On n'en voit pas souvent, hein, de ceux-là. Hein. C'est vraiment une race qu'on voit vraiment très peu. Un golden, il s'est retrouvé à côté d'un patou. J'avais l'impression qu'il avait la taille d'un caniche. Le patou en question est mort, chargé par un sanglier pour donner une idée de la taille du bestiau. Oh. Après, bon, ça fait longtemps qu'ils chassent plus des lions, quoi. Hein, donc... Il est capable de chasser les fauves comme le lion, mais sans pour autant rechercher le contact. Voilà. Les gens ont trop peur de ma petite Staffy. Moi, c'est Oliver qui a peur de Staffy. Oui, les bergers du Caucase aussi, c'est un truc. Hein. Ça aussi, c'est berger du Caucase et... Ça, c'est un sacré truc aussi. Dans le genre gros chien ou...
Moi, j'adore les chiens, hein, mais franchement, je vous avouerai qu'à côté de 3 gros chiens comme ça, je serais pas giga à l'aise, même si c'est des amours. Ah, c'est super les gros chiens, mais faut les tanker quand même. Parce que celui-là, s'il tire en laisse, si tu lui as pas appris à ne pas tirer en laisse à 3 mois, après c'est foutu. C'est un ours en fait. C'est un ours. Le matin napolitain, ouais. Le matin napolitain, moi j'aime pas cette race-là par contre. Enfin, je dis pas que ça doit être des gentils chiens, mais en fait, je trouve que le matin napolitain, alors après ça dépend lesquels, mais je trouve que c'est un peu le genre de chien où tu te dis, on a peut-être fait un peu n'importe quoi en termes de sélection, non? Parce que les babines retroussées, il y a un stade où ça commence à devenir ridicule quand même. Genre, j'ai envie de vous dire, celui-là, il est à peu près ok, mais tu vois celui-là à côté, te dis, c'est pas possible. On peut pas continuer à faire des dingueries comme ça, c'est pas possible. Lui, il est à peu près ok, tu vois, il a des babines qui tombent et tout, ok, pourquoi pas. Ça, non. On appelle ça l'hypertype chez les chiens, quand on cultive des caractéristiques physiques de race au détriment de leur santé, on appelle ça de l'hypertype. C'est un gros problème qu'on a pour les chiens à face plate, globalement. Oui, c'est le chien de Hagrid, tout à fait, oui, oui. Le chien de Hagrid, c'est un matin napolitain, tout à fait. J'avais oublié qu'il y en avait un, mais oui. Et le dog du Tibet, ouais, je vois tout à fait à quoi ça ressemble, c'est pareil. J'ai adopté une chienne roumaine de 2 ans et de 37 kilos. Putain, c'est pas mal. Elle tire en laisse car elle est réactive, je souffre. Je fais 50 kilos. Tu te fais aider, Itotax après, je sais que c'est un budget, hein, les comportementalistes et tout, mais ça peut peut-être t'aider, mais après, c'est du budget, quoi. Mais après, all dogs are good boys, tu vois, hein, c'est... Ça reste des chiens qui méritent de l'amour, tu vois, mais c'est vrai que, bon... Oui, le chien va beaucoup mieux. Le corgi c'en est un. Le corgi... En fait, vous allez avoir de l'hypertype sur toutes les races, globalement. Vous allez avoir sur toutes les races, il y a des gens qui vont cultiver certaines caractéristiques physiques plus que d'autres au détriment de la santé du chien. Le corgi n'est peut-être pas la race qui est la plus victime de ce qu'on appelle l'hypertype. Une des races qui a été plus victime de l'hypertype, c'est le carlin et le cavalier King Charles, par exemple. Mais le corgi, on a clairement cultivé des chiens qui avaient... Oh là, c'est banger les corgis quand même, hein. On a clairement cultivé des chiens qui étaient plus courts sur pattes pour arriver à des chiens qui... Putain, ma caméra est vraiment pire endroit, quoi. Pour des chiens qui sont plus courts, mais ils sont capables de se mouvoir, tu vois. Ils sont capables de se mouvoir, et même, putain, pour avoir des amis qui ont des corgis, je peux vous dire que ça court vite, ces bestioles. On a clairement fait de la sélection, mais, comme toutes les races de chiens, hein, peu importe lesquelles, hein, même les plus ancestrales, mais... Les corgis, ils ont une sensibilité au niveau du dos, mais ils sont pas incapables de vivre, tu vois. Les corgis, c'est banger, hein. Les corgis, c'est giga banger. Ça court vite, tu veux dire que le corgi va ventre à terre. Et oui, par exemple, le chat munchkin, ça c'est un autre problématique. Sur le modèle du corgi, tu as le chat munchkin. Alors le chat munchkin, c'est un corgi en mécha. Donc c'est un chat qui est très court sur pattes. Mais en fait, oui, alors c'est exactement ça. Mais pour les chats, c'est affreux parce qu'ils ne sont pas faits pour avoir des pattes aussi courtes, exactement. Et surtout que le corgi, c'est une très vieille race, en vrai. Le corgi, c'est une race qui existe depuis longtemps, donc on a quand même réussi à trouver un équilibre. Le munchkin, c'est une création qui est assez récente. Et du coup, bon, on a full consanguinité, bien sûr. Et en plus, on a fait de la sélection trop vite, quoi. On a fait de la sélection trop vite, donc c'est pas ouf. Oui, le corgi est un chien de berger, tout à fait. De toute façon, les chiens de berger, c'est assez facile à reconnaître. C'est souvent pointu. C'est souvent des longues noses. Les bergers, ils ont toujours un peu la même tête, en vrai. Ils ont toujours un peu la même tête. Règle de Saint-Germain, meilleure race. Cette phrase n'a aucune objectivité, c'est assumé. On n'est jamais trop objectif, hein. Je connais la race de chien de Laïka de Sibérie. C'est une magnifique race de chiens, à la fois chien de garde, traîneau, chasse, etc.
Ça doit être une race de chien assez confidentielle, ça, non? Leica de Sibérie? Oh. Ça a été croisé avec du chien tchécoslovaque, ça, non? Oh. C'est ça? Je connais pas cette race. Ça a été croisé avec du chien loup, ça? Tu devrais regarder The Crown, il y a des corgis dedans. Ah mais, Jackie, The Crown, mais bien sûr, mais moi je suis une vieille bourgeoise passionnée par la bourgeoisie anglaise, donc évidemment, enfin la noblesse même anglaise. Donc évidemment, je suis quasiment à jour de The Crown, juste ils ont sorti les nouveaux épisodes, j'ai pas eu le temps de le voir, mais... Et alors oui, World Lab, je connais ta race de chien, mais alors le là, l'a prononcé. Non, j'ai pas vu la saison 6. C'est un chien mexicain, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est le chien du Mexique, ça. Je crois que c'est le chien de... Non, c'est pas ça. Il y avait un live action des 100 Dalmatiens. Ça vous dit quelque chose ou pas? Un vieux live action hein, de la génération des gens nés dans les années 90. Et je me demande si elle a pas cette race de chien, justement. Cruella. Ah, c'est celui de Coco. Je l'ai pas vu, mais oui, je crois qu'il y a un chien comme ça dans Coco. Mais je l'ai pas vu encore. Avec Glenn Close, je crois que c'est celui-là, ouais. On dirait un peu des hyènes. Il y a un peu un mood, hein. Je me demande la peau. J'aimerais bien en caresser un pour voir. J'aimerais bien pour savoir quel effet ça fait. Le chien va très bien, ce qui arrive. Non, les chiens de Cruella, c'est pas... Enfin, si, il y a des dalmatiens, mais il y a un petit chien, je me souviens, qui est un espèce de chien nu, et je me demande si c'est pas celui-là. J'ai le souvenir d'un chien nu avec une crête au milieu. Ah, c'est une bonne idée, Tesseract, de pin le truc, parce que je sais que je l'ai mis dans le titre, mais si vous êtes sur mobile, vous voyez pas le titre en entier. J'en ai très très peu croisé, ça. J'en ai très 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 peu croisé. Ouais, c'est un chien un peu punk, quoi. Berger de Mioritza. Putain, j'estime que je m'y connais pas trop mal en race de chien, mais alors ça, je connais pas. Hein. Mais c'est des races qui sont reconnues ou pas? Oh, mais ah oui, mais c'est pas comme ça qu'on les appelle. Si? Est-ce que c'est... Ils ont pas un autre nom? Si, ça a vraiment une tête de good boy, ça. Hein. Ça a vraiment une tête de good boy. Hein. J'adore. Si, ça me parle, mais je me demande si berger catalan, ça me parle plus déjà. Doberman, j'aime beaucoup aussi, ouais. Mais ça a mauvaise réputation, mais... Vous avez déjà... Ah, je vais vous parler de mon fun fact. Enfin, mon fun fact, c'est pas fun en vrai. Vous avez l'image d'un Doberman avec les oreilles droites. Les Doberman n'ont pas du tout les oreilles droites de base, elles sont taillées pour. Je vais vous montrer une photo d'un chien qui a les oreilles taillées et d'un chien qui n'a pas les oreilles taillées. Et vous allez avoir l'impression, je vous l'ai déjà fait 1000 fois sur ce stream, mais je l'apprends à plein de gens à chaque fois. Vous avez vraiment l'impression que ce n'est pas le même chien. Enfin, c'est pas le même chien, hein, c'est pas le même chien, mais c'est la même race. Ça change tout. Ça change tout. Je voudrais pas faire une soirée de review des animaux des viewers. En fait, si je fais ça, je vais juste passer ma soirée à faire... Oh Et c'est trop gentil hein, comme chien en plus. Hein. Ça a mauvaise réputation, mais c'est très gentil, hein, comme d'hab. Hein. Ça fait pas mal au chien de tailler les oreilles. Normalement, on les fait sous anesthésie. On les fait sous anesthésie. Mais c'est comme aussi, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'un corgi a une queue. Parce qu'en fait, vous avez trop l'habitude de voir des corgis. En fait, c'est un truc sur lequel j'ai pas trop de chill, ça. Je vais vous avouer que je n'aime pas qu'on taille les oreilles et les queues des chiens. Il y a quelques exceptions où je trouve que c'est normal et je vais y revenir. Mais par exemple, ce corgi est extrêmement mignon. Mais aux États-Unis surtout, parce qu'en France, ça se fait beaucoup moins parce qu'on n'a pas le droit de le faire normalement. Vous voyez que le corgi, il a un cul tout rond.
Il a un cul tout rond, un peu en forme de pomme et tout ça. Là, on voit que des... Ah non, celui-là, il a une queue. On voit que des corgis qui... Attendez. Pardon, j'ai eu un appel et ça m'a fait un peu baliser. Et en fait, c'est encore pour me vendre des pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques là. Attendez, je bloque le correspondance, j'en peux plus. Bref, donc je disais, le corgi, vous voyez beaucoup de photos de chiens qui ont la queue coupée. Voilà. Le corgi n'est pas censé avoir une queue coupée. Un corgi a une queue très fluffy, comme celui-ci. Et en plus, elle est trop mignonne. Et en plus, elle est trop mignonne. Et on a trop l'habitude, il y a plein de gens qui ne savent pas que le corgi a une queue parce qu'en fait, ils ont trop l'imaginaire de la queue coupée du corgi. Pareil pour ce qui est des Doberman, pareil pour ce qui est des Beaucerons. Et par contre, la coupe de la queue peut intervenir de la même façon qu'il y a certains chats qui ont la queue cassée et on finit par leur couper parce qu'il y a des déséquilibres, ce genre de choses. Pour un motif médical, couper les oreilles, ça peut arriver aussi. La queue, évidemment que oui, pourquoi pas. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on coupe la queue des chiens à la base? À la base, pas pour un motif esthétique. Il y a peut-être des corgis qui naissent sans queue, ouais, peut-être, hein. Mais il y en a quand même beaucoup qui naissent avec une queue et on coupe, hein. Vraiment pas. Alors, c'est pour la chasse. Normalement, c'est plus pour... Enfin, c'est pour la chasse et c'est aussi pour la garde de troupeau. En fait, les chiens de berger qui gardaient notamment des bovins. Les bovins, quand ils avaient tendance à se rebiffer un peu, ils pouvaient choper la queue du chien, parce que c'est le truc le plus facile à choper, et blesser le chien. Donc on préférait la couper dans le but que le chien ne soit pas blessé par les bovins. Et c'est pareil pour la chasse également aussi. Il y a certains chiens de chasse qui ont la queue coupée. C'est plus pour une mesure de sécurité pour les animaux. Ce qui là, ça s'entend. Là, ça s'entend. Bon, à partir du moment où ton chien, il garde pas, il chasse pas et il garde pas de troupeau, bon. Ouais, il y a une variante de... Il me semble qu'il y a des corgis qui naissent sans queue. Les bergers australiens, par exemple, ont une queue, mais maintenant, t'en as qui naissent avec une queue courte. Et qui, elles ne sont pas... C'est pas parce que vous voyez un berger australien avec une queue courte que le propriétaire l'a forcément coupé, hein. Mais il y en a qui naissent queue courte maintenant. Alors normalement, le berger australien va avoir une queue très fluffy, un peu la même chose qu'Oliver d'ailleurs. Voilà, comme ça. Un bon plumeau, quoi, quand même, hein. Merci Septal pour le 18e mois de sub, merci beaucoup. Pourtant, les patous ont une queue parce qu'ils gardent les moutons dans les Pyrénées. Je pense qu'il y a moins de risques qu'un mouton... Les moutons, en plus, c'est pas très hostile. Là où les vaches vont plus l'être. Et les moutons ont moins de chances de blesser le patou qu'une vache de blesser un border collie, vous voyez? Mon chien avait une queue incarnée. Ah, je ne savais pas que c'était possible. On a bien été obligé de lui couper. Oui, mais c'était pour un motif médical. Totalement différent. Quand c'est pour un motif médical, ça change tout. Ouais, c'est quand c'est une question d'esthétisme que ça m'embête. C'est quand c'est une question d'esthétisme, ça me saoule. Les moutons aussi ont une queue longue, mais on leur coupe aussi souvent. Comment ça? Quoi? Non. Ah, mais oui, mais vous... Bah oui, c'est vrai que les agneaux, on les voit souvent avec une queue longue. Bah oui, mais en plus, si j'avais dû dessiner un agneau, je pense que je lui aurais fait une queue. Mais c'est vrai que les moutons, bah on la voit plus la queue après. Oh! C'est fou! Et ouais. Les gens me font souvent la remarque que je l'ai fait par esthétisme alors que pas du tout, mais bon. Non, mais moi je me permettrais jamais de dire ça à quelqu'un, ça j'en sais rien, tu vois. Bon après quand il y a les deux oreilles, généralement il n'y a pas trop de doute, tu vois, mais...
cessez de couper la queue de vos animaux, vous n'aimeriez pas qu'on coupe la vôtre. Je sais que c'est un argument Taka qui a beaucoup de... Il y a beaucoup d'hommes qui refusent qu'on castre leur chien, par exemple. Parce qu'ils font un petit peu un transfert. Quand j'ai voulu castrer mon chien, j'ai senti que le veto se disait « Ah !» J'ai senti qu'il a vraiment marché un peu sur des œufs avant de me poser la question. Pour les moutons, c'est pour éviter les maladies liées aux mouches. Ah ouais? Alors franchement, les moutons, je pourrais pas vous en parler, j'en sais rien. Il y a beaucoup de bénéfices de santé à castrer son chien, non? Oui. Sauf, alors moi je suis pas veto, hein, sauf contre-indication, il y a peut-être des cas où on dit il faut surtout pas castrer le chien pour une raison X ou Y, je n'en sais rien. Mais dans le cas du mien, j'étais obligée de le faire. Parce qu'Oliver avait un testicule qui était resté dans son bide et du coup elle aurait fini par devenir une tumeur quoi qu'il arrive. Donc j'ai préféré éviter. J'ai préféré éviter. Et même s'il avait eu ces deux couilles dehors, je lui aurais enlevé quoi qu'il arrive, parce que ça peut aussi gérer des problèmes de comportement. Est-ce que t'as eu une réduc? Bah non, c'était plus cher justement parce qu'il a fallu ouvrir le chien. C'est horrible dit comme ça. Oliver est vivant, mais il a fallu faire comme pour les femelles en fait. Il a fallu aller la chercher. Donc c'était plus cher. Elle était timide, elle était restée à l'intérieur. Merci beaucoup Obron, merci beaucoup pour le 20e mois et Charvillet pour le 34e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en fait, castrer, il peut y avoir beaucoup de... Il peut y avoir beaucoup d'avantages à le faire. Déjà parce que ça peut éviter certaines fugues à votre chien. Parce qu'un chien, même très bien dressé, s'il sent une femelle en chaleur pas loin, il peut se barrer. Donc ça peut être des chiens qui vont naviguer en pleine ville et peut-être se prendre une voiture par exemple parce qu'ils font plus attention à leur environnement parce qu'ils ne voient que la femelle, donc ça peut être un problème. Ça peut créer des conflits avec d'autres mâles très dominants. Et moi globalement un peu pro-stérilisation, sauf s'il y a une contre-indication médicale où il faut pas le faire. Évidemment, on va pas non plus être zinzin. Mais j'y vois quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les zoos ont tendance à couper la corne des rhinocéros pour éviter que les braconniers viennent leur voler et tuer l'animal. Oui, j'avais déjà vu ça. C'est terrible. Et les chats, c'est encore pire. Les chats, ils vont encore plus les castrer parce que ça se reproduit à une vitesse. Ça... Bon alors, moi, je vais pas vous mentir, je suis vraiment pro-stérilisation de fou. Je voudrais vous retrouver une image. Voilà. Cette image que je vais vous montrer. Et... Bon, le chat, on n'en parle même pas. C'est une catastrophe en termes de les oiseaux que ça peut tuer, etc. et tout. Il y a un vrai débat sur faut-il laisser sortir son chat ou pas. Je vais vous montrer que ça peut donner un couple de chats. C'est le meilleur argument pour stériliser son chat. On a un mâle et une femelle, un couple. La première année, ça peut donner jusqu'à 12 chatons, parce que ça fait 3 portées par an. Avec une moyenne basse à 4, du coup, chatons, hein, voilà. Puis la deuxième année, on en a 144. Puis l'année 3, on en a jusqu'à 1728. Et l'année 4, on en a quasiment 21 000. Avec un seul couple à la base. Alors évidemment, tous les chats ne vont pas survivre à l'âge adulte. Tous ne vont pas être en capacité de se reproduire, etc. Mais c'est la raison pour laquelle les vétérinaires et les associations disent absolument stérilisez vos chats. Parce que les chats, ça prolifère à une vitesse, mais genre une dinguerie. J'en adopterai 20 736. Et contrairement à ce qu'on pense, une femelle n'a pas besoin d'avoir des petits. Hein. Ça, c'est une vieille idée reçue. Il faut au moins qu'elle fasse au moins une portée. J'ai entendu ça, chatte comme chienne. Non, c'est une idée reçue, ça.
Même le Covid, ça contamine moins vite. Parce que les chiennes, si... Non, les chiennes n'ont pas besoin de faire de bébé non plus. Hein. Non, non, il y a cette idée reçue que les chiennes, elles vont rester un peu bébés si elles n'ont pas une portée. C'est une idée reçue, ça. Par contre, pour la date à laquelle il faut stériliser ces animaux, enfin, à l'âge à laquelle il faut les stériliser, ça, j'ai pas les compétences pour vous le dire. C'est votre veto qui doit vous le dire. Moi, par exemple, j'avais souvent entendu qu'il fallait le faire autour des 1 an pour les chiens. Ça dépend trop en plus de la race. En plus, ça dépend. Il y a des chiens qui n'ont pas fini de grandir à 1 an. Moi, dans mon cas, le veto m'avait conseillé d'attendre jusqu'à 1 an et demi. Dans mon cas très spécifique. La raison est drôle d'ailleurs. Déjà, c'est 6 mois, d'accord. Mon chien n'est pas le chien le plus téméraire du monde. Il est un peu trop trouille, quoi. Il est un peu... il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise, il est pas serein et tout ça. Et en gros, le veto m'avait dit, franchement, si on peut attendre jusqu'à 1 an et demi, c'est bien parce que comme ça, il y a un peu plus de testostérone qui se... Je crois que c'est ce qu'il m'avait expliqué, hein. De testostérone qui se diffuse. Il va peut-être prendre un petit peu plus confiance en lui et là, on coupe. Ça a marché. Bah, Oliver est un peu plus téméraire que quand il avait 1 an, effectivement, mais... Dès qu'il a confiance, schlac. La trahison ultime, il se sent en confiance et BAM. Et oui, j'ai pas parlé du principal, en plus, il y a moins de risques de développer des cancers quand on stérilise les animaux. Effectivement, il y a moins de risques de cancer si tu stérilises avant la puberté chez les chats, c'est ce que m'avait dit le veto. L'état de l'art a peut-être bougé depuis. Non, non, ça a fait consensus, ça. Globalement, stériliser ces chats va réduire les risques de cancer. En réalité, prends pas la confiance, sinon on te coupe les couilles. Mais non, mais s'il allait faire ça, s'il se regardait sa testicule, sa testicule, je vais pas le taper sur Google pour des raisons évidentes, ça allait se transformer en tumeur. Donc non. Les chiens aussi? Oui, les chiens aussi. Ah oui. Les chiens, c'est pareil. Un testicule, une couille. Ok, un testicule, je sais jamais. Je sais jamais. Mais bref, voilà, stérilisez vos animaux, bien sûr. Et je parle même pas des cas particuliers. Je crois que c'est les furets, non? C'est les furets, les lapines ou les deux? Je ne sais plus. Il y a un type d'animal entre les deux qui sont en chaleur permanente et si tu les stérilises pas, elles vont juste s'épuiser et finir par mourir. C'est pas ça? Ça vous parle pas? C'est tout à fait vrai ça, Dodiode. Faire stériliser ces chats aussi, c'est diminuer le risque qu'ils attrapent le sida du chat qui chez le chat se transmet par la salive. Tout à fait. Il y a un NAC, je sais plus lequel c'est, où la stérilisation elle est plus que recommandée et je me demande si c'est pas chez la furette. C'est chez le furet. C'est le chef furet. La stérilisation de la furette est absolument indispensable pour des raisons médicales. Il faut en effet noter qu'en l'absence d'accouplement, la période œstrale perdure. Cela signifie que les chaleurs ne s'arrêtent pas. L'organisme produit alors des oestrogènes en trop grande quantité. On parle d'aplasie médulaire. Il s'agit d'une pathologie incurable spécifique à la furette, mortelle dans la majorité des cas du fait de la toxicité des oestrogènes produits en excès. Ces hormones attaquent la moelle osseuse. Les conséquences sont très graves puisque cela occasionne une baisse de la production de plaquettes, de leucocytes et d'hématites, globules blancs et globules rouges.
autrement dit les cellules de la moelle osseuse. Cela entraîne immanquablement un affaiblissement du système immunitaire. La furette est alors très exposée aux infections bactériennes et aux maladies virales de tout ordre. Donc je l'avais lu ça dans le passé, j'ai jamais eu de furet de ma vie, mais j'avais un souvenir. Et effectivement, la stérilisation chez les furettes est indispensable si vous ne voulez pas qu'il se passe ce que je viens de vous décrire. Mais généralement, quand on a des animaux aussi spécifiques et qu'on fait bien les choses, on se renseigne un petit peu avant quand même. Merci beaucoup Donalise, merci beaucoup pour l'année de sub, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, merci Gonzalek pour le 4e mois de sub. Et Zilog pour le 26e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Seromania également pour l'année de sub. Merci beaucoup. Le serval aussi, ouais mais le serval il devrait pas être un animal de compagnie, c'est un animal sauvage pour le coup. Le furet ça s'est fait domestiquer plus ou moins mais... C'est très mignon les furets mais ça les zoomise en permanence, oui. Vous savez qu'un furet ça pout-pout? Ça pout-pout. Attendez, je vous mets un furet qui pout-pout. C'est trop mignon les furets. Mais c'est comme avoir un chaton toute sa vie, hein, par contre. Hein. Il est en mode vibreur. Oui, voilà, il me semblait que c'était ça, Escavère. Je voulais pas dire de conneries. Le furet est un animal artificiel, il n'existe pas à l'état sauvage, il a été créé à partir du putois. C'est un vieux scooter. C'est un vieux scooter. Et quand je vous dis ça pout-pout, c'est que je me suis intéressée au furet dans le passé. Hein, c'est pour ça que je sais ça. Et regardez, furet content pout-pout. Vraiment, c'est un terme de gens qui ont des furets. Je vous jure, je vous raconte pas des conneries. Hein. On entend vaguement. On entend vaguement, mais c'est le même son. C'est marrant comme bestiole. Et ouais, les furets, ça a une odeur. Hein. Ça a une odeur. Ça sent un petit peu quand même. Ça m'a l'air très con comme bestiole. C'est pas spécialement con, c'est très joueur. Mais c'est pas spécialement con comme bestiole. C'est adorable, mais ça pue fort. Petite, j'en avais 2 et les professeurs à l'école me faisaient souvent la remarque de l'odeur parce que je leur faisais des câlins avant de partir. Ah ouais. Jamais, j'ai pas trop le souvenir à quel point ça sent en animalerie. Globalement, c'est pas très révélateur. Regarde, c'est trop mignon. Je t'ai montré cette vidéo en stream. C'est pas un rongeur le furet. Hein. C'est un mustelidé, hein, c'est pas un rongeur. Couper la zig parce que j'ai peur que ça me fasse des MP. Mais c'est comme un chaton. Globalement, ça c'est vraiment un animal qui est pas à mettre entre toutes les mains parce que faut vraiment, comme ça se faufile beaucoup, et que c'est assez petit, il faut vraiment sécuriser à balle chez soi parce que c'est des animaux qui font beaucoup de bêtises, qui vont beaucoup gratter, qui vont beaucoup te faire regarder à côté à quel point c'est déchiré le mur. Je serais pas étonnée que ce soit les furets qui aient fait ça. Et voilà, c'est vraiment un animal qui est très mignon mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Et pendant longtemps, j'en ai voulu. Moi, j'ai voulu tous les animaux du monde, de toute façon. Je pense que je me sentirais pas capable de gérer, en vrai. Parce que c'est pas des animaux qui sont censés... C'est comme les lapins, hein. C'est pas des animaux qui sont censés rester en cage 23 heures par jour, hein.
J'ai même voulu des migales. Non, pas ça. Non, non. Non, mais faut que ça ait des poils quand même. Ouais, tu vas me dire, les migales, ça a des poils aussi, même. La zig de World of Goo, meilleur jeu ever, jouez-y. Ah non, c'est un jeu vidéo, c'est pas... Ça dort beaucoup, mais quand ça dort pas, c'est très très actif et ça fait masse conneries. Mais c'est rigolo, hein. C'est rigolo et c'est très mignon. Hein. J'adore comment ça court en décalé. Voilà, comme ça, là. Ça me fait trop rire. Ouais, voilà, c'est ça. Les lapins sont pas censés rester en cage non plus. C'est pour ça que je dis les lapins. Ouais, ça a une tête de raton laveur loutre, quoi. T'habilles la nuit, non je sais plus. Après, généralement, quand tu vis avec un animal domestique, généralement, il se cale sur ton rythme plus ou moins, à part les hamsters qui sont très nocturnes. Mais... Aucun animal n'est censé rester en cage à la base. Ouais, mais c'est plus compliqué de faire vivre un hamster en liberté qu'un lapin, tu vois. Il y a trop de gens qui prennent des lapins et qui ne les sortent jamais. Un lapin, en vrai, quand tu prends un lapin, faut considérer que t'as pris comme un chat. Hein. En termes de... Tu vas pas mettre un chat dans une cage, ben un lapin, c'est quasiment pareil. Après, les mettre dans la cage pendant la nuit et tout, il y a plein de gens qui font ça. Mais en journée... C'est vraiment un chaton en forme de saucisse, ça me fait tellement rire. C'est vraiment ça, c'est un chaton en forme de saucisse. Et les rats, c'est super, mais les rats, faut en avoir plusieurs. Faut pas avoir un rat tout seul, à moins que vous ayez vraiment un rat qui est très territorial et qui... Vas-y, je regarde des furies en même temps. Les lapins, c'est pareil, ça va vivre en groupe aussi. Mais bon, il y a des individus qui supportent pas les autres individus, et ça, c'est vraiment cas par cas. Mais bon, c'est pas la norme, quoi. Ouais, les petites dents, ça doit faire mal quand même, hein. Les petites dents, ça doit faire mal. Je veux montrer les bébés. Bon, je sais pas si c'est de l'anthropomorphisme, mais peut-être. Hein. Oh, la poids de mama. Non, elle veut vraiment du soutien moral. Elle en peut plus là. Elle est en plein, elle est en plein baby blues. Elle est en mode, eh vas-y, tu prends le relais parce que là, j'aurais bien tapé un somme, s'il te plaît. J'en peux plus là. J'ai une charge mentale de dingue là. Si tu pouvais un peu m'aider, ce serait vraiment top. J'ai eu un lapin pendant 10 ans, il n'était en cage que la nuit quand nous n'étions pas à la maison. Il avait chopé le truc et dirigé vers sa cage à heure presque fixe et il passait beaucoup de temps sur le balcon aussi. Ouais, ça c'est super d'avoir fait ça, Escaver. Ah, assume ton rôle de grand-père là. C'est très mignon. La vidéo n'est pas du tout stabilisée, mais c'est très mignon. Par contre, c'est vraiment des tout petits. Hein. Et vous voyez, généralement, les gens qui ont des cages pour les furets, c'est des, pour la nuit notamment, ou ce genre de choses, c'est souvent des cages qui sont hyper aménagées avec des hamacs, un peu comme les rats. Les cages qui vont être vraiment conseillées pour les furets, c'est des big trucs. Hein. C'est des volières en vrai, le truc. Hein. Avec des petits hamacs. J'en regarde une qui est un peu sympa. Genre, c'est pas rare que vous ayez des gens qui ont ça, vous voyez. Faut être prêt à avoir ça chez soi. Hein. Bon, là, je pense que c'est quelqu'un qui en a vraiment plusieurs et tout. Vous n'avez pas forcément des trucs aussi grands, mais vous voyez, il y a des petits hamacs et des endroits pour se poser. Ça reste quand même des grosses bestioles. Hein. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui en a beaucoup, honnêtement. Le furet a plus d'espace que moi. Ah bah, c'est... Les animaux comme ça prend ça prend de la place de fou. Hein. Vous avez des trucs... Il faut pas forcément se dire en plus que... Là, voilà, là, vous en avez une plus petite, mais ça prend quand même de la place. Faut être prêt à avoir ça chez soi, quoi.
Faut être prêt à avoir ça chez soi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il faut pas considérer forcément que les cages sont un mauvais truc parce que pour les animaux, genre Oliver a une cage par exemple dans laquelle il n'est jamais enfermé, hein. La cage elle est toujours ouverte. C'est une cage dans laquelle il aime bien se poser quand il fait froid, il fait chaud parce que le sol est en plastique et du coup ça tient un peu le froid. Et l'autre truc c'est que aussi ça peut être une safe place pour eux. Ah ouais, Noufel, non, c'est bon hein, le son hein, de mon côté. Les animaux, il y a certains animaux qui aiment bien les cages parce que c'est un endroit où ils peuvent un peu se planquer, ils sont un petit peu à l'abri et du coup il y a des animaux qui aiment beaucoup se réfugier dans les cages. Le mieux c'est d'avoir une cage ouverte comme ça l'animal il fait sa vie, tu vois, mais c'est pas toujours possible. Mais c'est quoi le souci de les laisser en liberté la nuit? Je pense honnêtement que les furets ça fait vraiment le bordel déjà, et de deux tu peux avoir des bestioles qui vont bouffer des câbles ou ce genre de choses quoi. Pareil, les chats, ça adore dormir dans des trucs comme ça, par exemple. Genre. Hop. Je vais peut-être remettre du son parce que j'avais coupé, mais. Attendez, je vais remettre de la musique. On va faire du Mario Wonder, hein, mais là, vous m'avez lancé sur des animaux, alors du coup, c'est finito pipo, là. Je suis partie pendant 3 heures, là. Je pense que si vous avez des chats, vous avez ce genre de trucs. Peut-être. Les trucs où ils peuvent vraiment un petit peu se planquer. Les trucs comme ça, là. Les chats, ça aime bien avoir un toit sur la tête. Oui, exactement. Tant que la cage est majoritairement ouverte, c'est pas tellement un problème d'avoir recours à la cage. Les chats, j'aimerais trop en avoir un, mais j'en ai déjà assez d'un seul truc grumpy, un sup chez moi. Vous savez ce truc qui coûte 50 balles et que le chat préfère le carton dans lequel il a été livré? Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un consensus sur les chats de ce côté-là. Le chat préférera toujours le carton. Peu importe l'époque, peu importe le continent, peu importe la race du chat, peu importe sa couleur, son sexe ou quoi, t'inquiète, le chat il préférera toujours le carton. Le mien préfère largement mes placards et le coussin de mes t-shirts propres. Oui, mais le placard, c'est un peu fermé, un peu confiné, quoi. On a une cage pour notre chienne qui est tout le temps ouverte, elle l'adore. On l'a habituée car on bouge souvent et on veut pas qu'elle détruise les Airbnb. Oui, dans ce cas-là, c'est bien, c'est leur safe place, quoi. Pour les furets, la cage peut servir à les protéger quand on ne peut pas vraiment les surveiller, car ils se mettent facilement en danger avec des trucs random de la maison. Exactement, ouais. Exactement. Comme ça se faufile beaucoup. Il y a déjà des gens qui se sont retrouvés avec... J'avais vraiment voulu des furets, donc je me suis vraiment renseignée. Des gens qui expliquaient que le furet, par exemple, il avait creusé dans le clic-clac ou dans le canapé, et il était au milieu des ressorts et tout le tintouin, quoi. Quand tu sais ça, tu te dis ouais, c'est bien de le laisser pendant la nuit dans une cage, comme ça au moins je suis sûre qu'il va pas faire des dingueries, quoi. Parce que c'est vrai qu'un chat ça peut faire des conneries, mais il y a peu de chances que ça fasse ce genre de conneries. Le chat de ma voisine s'est infiltré dans mon garage, tout ça pour se poser dans un carton. Tu reviens avec le carton dans les bras en mode tenez, j'ai trouvé ça. Oliver va très bien. Faudrait qu'on remette le... Attendez. Je vais le mettre en épinglé parce que Tesseract il l'avait mis tout à l'heure en épinglé, mais je pense que ça c'est... voilà, je pense que ça c'était limité à 20 minutes. Hop là. Les furets n'ont pas une bonne notion des hauteurs, donc peuvent tomber et être gravement blessés. Ah ça je ne savais pas par contre. Ça je ne savais pas, c'est bon à savoir. Comme si je voulais avoir un furet, mais... Je veux pas avoir de furet, mais en tout cas je suis très au point si jamais il faut que j'en ai un jour.
Pareil pour les rats. Les rats, je connais vraiment bien aussi. J'en ai jamais eu, hein, mais je me suis vraiment renseignée, turbo renseignée. Adopter un ragondin, ça se fait. Je crois pas que ce soit légal pour le coup. Je crois pas que ce soit légal. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un petit chat par contre? C'est pas pour deux raisons. Je suis allergique d'une, et de deux, je suis pas sûre que ça matcherait avec Oliver. Il a juste mal réagi au vaccin. Ouais, mais il était vraiment en PLS pendant la fin du stream et du coup c'était un peu compliqué. Et du coup je me suis inquiétée et du coup il y a un veto de garde qui est venu. 200 balles madame s'il vous plaît. D'accord, tenez. À la foire de ma ville, il y a des ragondins et des ratons laveurs en adoption. Comment ça? Mais tu vis au Canada, non? Non pas qu'il y a pas de ratons laveurs en France, mais enfin en Europe. Remarque, pour moi, raton laveur, c'est vraiment Canada, États-Unis. Ok, attendez. Raton laveur. Répartition. C'est pas la même espèce de raton laveur. C'est peut-être une sous-catégorie, non? Alors, c'est quoi la répartition du raton laveur? Ah, il n'y en a pas tant que ça en France. Regardez. Il y en a plein au Japon. Bah attends, au Japon, ils ont été exportés parce que comment ils se sont retrouvés là? Je pensais qu'on en avait beaucoup plus en Europe que ça. Il y a quand même une tâche, surtout en Allemagne, mais... Il est interdit d'avoir des ragondins chez soi, surtout que c'est une espèce envahissante. Ah bon? Je savais pas ça. J'ai un endroit où je me promène avec Oliver où il y a un lac et dans ce lac, il y a des ragondins, justement. Le raton laveur est un animal purement nord-américain. Ah ouais? Il y a 4 sous-espèces de ratons laveurs, sachez-le. Ah ouais? Des choses sur les ratons laveurs. On avait fait un stream comme ça, je me souviens, des espèces animales un peu originales et tout. On avait fait ça à l'occasion de Game for Animals. Pour ceux qui étaient là, il y a... C'était le premier événement caritatif que j'ai fait. Donc c'était avant mon premier The Event qui était... Il y en a eu un l'année dernière. Mon premier The Event était en 2021. Donc je pense que c'était en 2020, ça remonte. On avait regardé plein d'espèces d'animaux qui étaient très peu connues. Le raton laveur de la Guadeloupe. Raton laveur de la Barbade. Ah, aujourd'hui éteint. Zut. Le raton laveur de Cozumel, qui ne pèse que 3 à 4 kilos. Qu'est-ce que c'est mignon comme bestiole. Oh là là. Qu'est-ce que c'est mignon comme bestiole. J'adore. Et alors du coup, attends, répartition habitat. Originaire d'Amérique du Nord, l'espèce occupe le sud du Canada et la majeure partie des États-Unis, du Mexique et de l'Amérique centrale. Il est plus rare dans les Antilles, où il est une espèce protégée. Il est absent de certains secteurs des montagnes rocheuses à cause de l'altitude, des déserts et du Grand Nord canadien. Ok. En Europe, il est naturalisé en Suisse, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche. Je vais peut-être pas faire toute la liste. Il n'a jamais vécu naturellement au Japon. Non. Dans les années 30, le raton laveur est introduit une nouvelle fois en URSS en Allemagne pour sa fourrure dans des fermes d'élevage. Parfois acclimaté en l'absence de ses prédateurs naturels américains, il a proliféré depuis. Aujourd'hui, on compte environ 100 000 ratons laveurs en France. Il est considéré comme une menace pour la biodiversité et a été classé par le Conseil de l'Europe comme espèce invasive, dont l'éradication est conseillée en raison de son impact sur la faune locale. En Europe, le raton laveur est inscrit depuis 2016 sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes par l'Union européenne. Ah oui, parce que c'est pas une espèce endémique en fait. Cela signifie que cette espèce ne peut pas être importée, élevée, transportée, commercialisée ou libérée intentionnellement dans la nature, et ce nulle part dans l'Union européenne. Il est classé nuisible en France depuis juin 2016. Au Japon, il est responsable du déséquilibre de la biodiversité dans plusieurs biomes, notamment à cause de sa prédation envers les invertébrés aquatiques comme Elis tridens. Un crabe, donc.
Il est mignon en vrai. Le petit crabe, il est mimes. Très bien, merci beaucoup Katar Farfal pour le 25e mois et merci Cop également pour le 7e mois, Madadream pour le 8e mois, Aileen pour le 10e mois, Seromania pour l'année de sub, merci beaucoup et merci GameFab également pour le 16e mois, merci beaucoup. On la sent bien. T'as vraiment une tête de roublard en peluche. Ouais, en fait le raton laveur ça a vraiment cette espèce de petit masque comme si ça allait commettre un braquage, je trouve ça très marrant. T'as un gros cul en plus, je trouve ça rigolo. Mon... C'est un peu des attitudes de chat, je trouve, de toute façon. Le raton laveur, ça a un peu une attitude de chat. C'est un peu comme les loutres. Vous trouvez pas que les loutres et les chats ont beaucoup de points en commun en termes d'attitude? Moi, je trouve. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment mignon, quand même. Hein. Ils ont des pouces opposables? Non, ils sont totalement capables de commettre un braquage. Le tanuki au Japon n'est pas la même famille que le raton laveur, mais celui-ci est proche du chien. Ok. Mais ça reste un animal sauvage, voilà, donc tranquille, hein, vous emballez pas. Pas parce qu'un animal est mignon qu'il faut l'adopter. Voilà. Surtout qu'il faut se renseigner un petit peu sur la loi de votre pays pour savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est vrai qu'on aurait pu faire la transition vers Mario. C'est vraiment des sales bêtes, mais ce sont de très chouettes animaux de compagnie. Intelligents et mignons. Du coup, les gens ne veulent pas les chasser. Et pour finir, c'est comme quand les chats envahissent un biome. Bah ouais. Ouais, les chats, ça peut être aussi très invasif et très destructeur de la biodiversité. C'est pour ça qu'il y a tout un débat qui existe en mode faut-il laisser sortir ces chats parce que les chats, ça tue des oiseaux et des fois des espèces protégées parce qu'ils font pas la différence entre un moineau ou un pigeon et une espèce qui a besoin d'être protégée, quoi. Donc c'est un peu une catastrophe en termes écologiques, le chat, en vrai. Je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait que vous laissiez sortir votre chat ou pas, parce que j'avais pris connaissance de ce débat-là et je comprenais les arguments. Si j'avais un chat, est-ce que je serais capable de ne pas... Enfin, sauf si t'es en appartement où la question se pose pas, mais si tu vis en maison, est-ce que je serais capable de ne pas le laisser sortir? J'en sais rien. Donc il n'y a pas de jugement de valeur en mode où je vous juge si vous laissez sortir votre chat, ou au contraire si vous le laissez chez vous enfermé. Je me garderais bien d'avoir un avis sur la question. Mais c'est vrai que les chats, quand ça a connu l'extérieur, c'est compliqué de faire une marche arrière, quoi. Après, il y a des chats qui ont peur de l'extérieur, hein. Ça arrive. Hein. Mais les chats qui sont un peu aventuriers, c'est un peu compliqué. Merci Kinoli pour le 18e mois, merci beaucoup. J'ai grandi dans une maison dans un coin tranquille avec un chat qui nous ramenait des pigeons ou autres oiseaux, des lapins, des lézards, des boissons du bassin des voisins. Quand j'y repense, c'était pas top. Ouais, on en parlait moins à ce moment-là aussi. Hein. Une fois au camping, un raton m'a volé mes biscuits dans mon sac à lunch, qui était fermé avec une fermeture éclair. C'est malin quand même. Hein. Après, tu peux le laisser te promener. Le chat, c'est un compromis. Ouais, mais faut l'habituer tout petit. Il faut que le chat il soit relativement à l'aise. Quand il est en laisse, il n'a pas la même liberté quand il est tout seul. C'est compliqué, hein. Un sac à lunch, c'était au Canada, du coup. Vu la formule, je pense que c'était un Canadien, ouais. Ou quelqu'un qui a vécu au Canada, en Canada, en tout cas. Mon chat attrape les souris autour du composteur, du coup, c'est pas mal. Le chat de mes parents a ramené un pic vert. Pas facile de transmettre le concept de préservation de la biodiversité à un chat. Les chats les plus problématiques, c'est les chats abandonnés ou sauvages pour survivre et moins les domestiques. Bah ouais, mais difficile de savoir faire la différence entre les deux, ouais. Ouais. C'est très compliqué.
C'est un mythe un peu l'histoire des chats dangereux pour l'écosystème. J'avais rencontré des experts sur le sujet qui m'avaient expliqué que c'était une sorte de légende urbaine. Ça ne veut pas dire qu'ils n'attaquent pas certaines espèces protégées, mais on a tendance à exagérer sur l'impact réel de ce qu'on m'a expliqué. Mais en vrai, c'est que c'est très difficile de savoir. Très difficile à moins de retrouver les oiseaux en question. Enfin, il n'y a pas que les oiseaux, il y a aussi les petits lézards et tout machin, mais c'est très compliqué d'estimer la chose. Moi, j'avais vu ce débat, savoir à quel point c'est vrai. Je sais pas, si vous avez des éléments qui précisent, je suis très preneuse parce que ça m'intéresse beaucoup, hein, mais... Ouais, c'est dur à quantifier parce qu'il faut retrouver les proies en fait. Ma famille, il y a un chat qui a attrapé une chauve-souris. Oh, c'est vif ça. Je sais pas si vous avez déjà eu une chauve-souris qui rentrait chez vous, c'est très impressionnant en vrai. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des chauves-souris qui sont rentrées dans mon appart. Ça vole extrêmement vite. Ça vole extrêmement vite et surtout ça panique en fait. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'ai... C'est un peu effrayant en plus. C'est un peu effrayant, t'as peur qu'elle se prenne dans tes cheveux ou un truc comme ça. T'as des images qui te viennent en tête. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fermé la pièce. J'avais éteint la lumière parce qu'il me semble que les chauves-souris se repèrent... Enfin, il me semble qu'elles se repèrent avec les ondes. Mais il me semble que ça a une meilleure vue dans le noir. Et du coup, j'avais éteint. J'étais partie de la pièce et j'avais attendu en me disant si je suis pas là, elle va peut-être moins paniquer et elle pourra, ouais, avec les ultrasons, ouais. En ouvrant la fenêtre le plus possible, quoi. Écolocalisation, ouais. Hyper mignon les chauves-souris d'ailleurs. C'est marrant, vous trouvez pas qu'on a appelé ça une chauve-souris? Vous trouvez pas ça un peu rigolo? Alors en plus, l'image qu'on a des chauves-souris, genre on imagine vraiment des chauves-souris... Quand j'étais petite, j'imaginais vraiment les chauves-souris comme ça parce que je jouais à un jeu que j'ai oublié, mais qui ressemblait à ça. Et ces chauves-souris-là, effectivement, elles sont un peu monstrueuses, elles font un peu flipper. Avec le nez retroussé là comme ça, là c'est un peu badant. Et en plus j'imaginais quand j'étais petite qu'une chauve-souris ça faisait ça de haut. un bon 40-50 cm. J'étais en mode oh. Mais en fait non, en France on n'a pas des chauves-souris comme ça. Nous ça ressemble plus à ça les chauves-souris qu'on a par chez nous en France. Ça c'est très mignon. Effectivement c'est vraiment une chauve-souris quoi. Oh. Oui c'est vrai ça ressemble à une gargouille. Ouais. Ça aussi c'est mignon là, les petites chauves-souris comme ça là. Oh là là. Bonjour. Trop mignon. Je sais pas comment on dit... Je me souviens plus comment on dit chauve-souris en anglais. Bat? Bah oui bien sûr, je suis bête. Bien sûr, évidemment. Batman, mais ouais, mais écoutez, j'ai eu un bug. Même quand ils dorment. La réponse se trouve à l'intérieur de leurs pieds. Lorsque le poids de l'animal le tire vers le bas du fait de la gravité, les tendons des pieds se rétractent, recourbant les griffes sans solliciter de muscles. Ces tendons, pourvus d'une surface rugueuse couverte d'excroissance, s'insèrent dans une gaine. Les deux parties sont en quelque sorte fixées l'une à l'autre et le tendon ne peut bouger. La chauve-souris peut alors se suspendre sans risque. Lorsque l'animal veut s'envoler, il se redresse légèrement, ce qui libère les tendons et soulève les griffes. Ce mécanisme est si efficace que certaines chauves-souris restent suspendues même une fois mortes. Ah ouais? Oh, c'est trop mignon. Et quand il s'agit de transmettre leurs gènes à la génération suivante, elles peuvent dire merci à leur faculté d'acrobate.
Les mâles se disputent les femelles au cours de joutes littéralement renversantes. C'est la galère quand même. Hein. On se griffe, on se frappe et on se mord. Baldur's Gate 3 pour les bats. Le vainqueur peut ensuite s'adonner à ses mœurs dissolues avec toutes les femelles qui le veulent bien. Comment ils l'enlacent, la vache? Et ce n'est pas une mince affaire, même pour ces spécialistes de l'acrobranche. Oh! C'est moi la taille du sgegos de la chauve-souris là, c'était énorme! C'était énorme! Je pensais qu'il s'est enlevé des côtes pour pouvoir s'autosucer comme comment il s'appelle, Marilyn Manson là. La théorie la plus probable est que le mot chauve-souris dérive du gaulois kawasaurix, qui signifie littéralement souris chouette. Le mot kawa signifie chouette en gaulois et saurix signifie souris, bref, demander à monter. Incroyable. Incroyable. Mais attendez, je voulais voir d'autres chauves-souris. Non, on peut se faire le sketch de Jean-Marie Bigard, là. Let's go. Renard volant, la plus grosse chauve-souris du monde. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? React chauve-souris, là. Avec leur envergure de près d'1 mètre, les roussettes géantes ont un vol puissant. Ce sont les plus grosses chauves-souris au monde. Chaque matin, au retour de leur virée nocturne, elles s'installent pour la journée dans les arbres les plus hauts de la forêt. Énorme! Ce museau pointu leur vaut le surnom de renard volant. Leurs pieds munis de griffes offrent une accroche suffisamment solide pour qu'elles puissent se reposer tranquillement dans leur position préférée. C'est trop mignon! S'il fait trop chaud, un léger battement d'ailes peut les rafraîchir. En dehors de cela, elles restent immobiles, du matin au soir. Bah ouais, auto-éventail, ouais, bah ouais, bien sûr. Bonsoir, Angel Comfy. Tous les ans, les femelles donnent naissance à un petit qui dépend entièrement de sa mère dans les premiers mois. Les renardeaux volants sont bien loin de se douter que l'avenir de leur forêt repose sur eux. Les roussettes sont à leur façon les gardiennes des arbres qui leur offrent asile. Toutes les nuits, elles parcourent leur domaine en quête de fruits et de nectar. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans l'écosystème de ces forêts ombrophiles, réduites à des parcelles isolées les unes des autres. Ces chauves-souris frugivores géantes sont les seuls animaux capables de transporter de grosses graines d'une parcelle à une autre. Des graines qui permettent à la forêt de se régénérer. Bien, je ne savais pas. Chauve-souris Rangalbro Mangalbro Mangalbro. En assurant la liaison entre les îlots forestiers, les roussettes préservent on ne peut mieux leur environnement. Elles sont éco-responsables, tout à fait. Aujourd'hui, les spécialistes sont persuadés que grâce à elles, les forêts du Sri Lanka retrouveront un jour leur grandeur passée. Toutes les nuits, à l'insu des hommes qui habitent l'île, les renards volants perpétuent l'existence de la forêt. Ok, et bah c'était super intéressant. Moi, dès que ça parle d'animaux, S'ils de toute disparaissaient, ce serait aussi la fin de la diversité des jungles du Sri Lanka.
quoi qu'il arrive, moi ça m'intéresse toujours les trucs sur les animaux là. Qu'est-ce que j'en ai regardé des documentaires animaliers quand j'étais petite là. Oh là là. Ouais, la miniature avec Lorenzo au milieu là. Merci Gayu des Enfers, merci beaucoup pour le 32e mois. Awastronome pour le 28e mois. Tarkawa pour le 28e mois. Kinoli pour le 18e mois. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous êtes très mignons. Tunique 2 avec un renard volant. I wish. Les lapins et les lièvres ne sont pas des rongeurs mais des lagomorphes. Ouais, ça je le savais. Ouais, les gens ils pensent souvent que les lapins ce sont des rongeurs mais pas du tout. Pas du tout. L'autre jour j'ai vu quelqu'un qui disait... Ah, je crois que c'était... Je sais plus. Je crois que c'était Monté qui avait fait un réel ou une story, je sais plus, ou un TikTok. Bref, on s'en fiche. Il avait filmé en tout cas un animal en disant, je sais pas si c'est un lapin ou un lièvre qui s'est réfugié dans la grange, mais ça s'est fait courser par un chien. Et du coup, il montre l'animal. Il y avait quelqu'un qui avait commenté, si ça a l'air complètement sous crack, c'est un lièvre. C'est vrai. De fou. Le lapin, ça a pas autant l'air... ça a pas autant l'air perché. Ça a l'air un peu sous crack quand même, hein. Je sais pas, il y a une vibe, hein. Et effectivement, le lièvre avait l'air sous crack. Sous crack total. Franchement, bon, là c'est une illustration, mais ça a quand même l'air sous crack, tu vois. Le lièvre, c'est hyper con surtout. Ah ouais? Mais ça, c'est un lapin, ça. Ça, c'est un lapin. Ça a pas l'air sous crack. C'est pas un lièvre, ça. Ça, c'est un petit lapin, non? Le lièvre brun s'hybride avec le lièvre variable. Ah ouais, c'est un lièvre, ça? Mais il a pas l'air sous crack, celui-là. Notre théorie est foutue à l'eau. C'est un lièvre qui a fait une cure. Bah ouais, il est devenu un lapin. Oh, est-ce que les lièvres, en fait, ce seraient des junkies et quand ils ont fait une désintox, en fait, finalement, ça se transforme en lapin? Regardez. Lui, il a jamais touché à la drogue encore. Lui non plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Et lui, il en revient. Le complot, on est en train de déceler un truc là. Ma prochaine vidéo debunk qui arrive fort fort fort. Regardez, il y en a quand même un là qui a l'air complètement sous coke et pas l'autre quand même, non? Si je peux me permettre. Là, il a l'air assez ok, mais lui, il est complètement ravagé, non? Merci Whooper pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 2 ans, pour le soutien depuis 2 ans. Merci beaucoup et merci White Spirit pour le 9e mois. Merci beaucoup. Je vous demande pardon. Les lièvres n'ont pas la même queue que les lapins. Oui, c'est vrai. Vous saviez que... Non, je suis désolée, j'adore redire ce fact, je vous l'ai dit 1000 fois, mais... Vous saviez que les lapins avaient une queue, mais juste un peu en tire-bouchon? Et non pas un pompon, contrairement à ce qu'on pense? Que la queue, elle est juste repliée et que ça se détend? J'adore vous rappeler ça, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Et quand j'ai appris ça, ça m'a fait vriller le crâne. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez pas au courant non plus. Déjà, on voit qu'il y a une queue au niveau du squelette. On voit qu'il y a une queue au niveau du squelette et... Je cherche une photo, une vidéo qui montre. Et on voit que c'est pas un pompon. On voit que c'est pas un pompon. Ça, c'est vraiment le pompon. Rabbit tail.
Les petits culs. Oh, les petits culs. Regardez, regardez, regardez. Je vous jure, c'est pas des cracks. Hein. Oh oh Ouais, quand ils sont allongés, que la queue est détendue. Bazou. Ça peut faire jusqu'à 17 cm, la vache! Damn! Ah, ça c'est original, ça, de faire une vanne sur le fait de manger des lapins quand on parle de lapins. Ah oui, c'est bien vu, ça c'est edgy, c'est beau. Oh là là, on se marre, on s'amuse! Vous voulez pas qu'on fasse les chevaux là, comme ça on pourra enchaîner là, le bingo il sera plein. Posez sous foin dans mon bendo. Bon bref, voilà. Voilà, bon on va peut-être passer sur Mario quand même. As-tu vu les oreilles du lièvre de Californie? Non, mais maintenant que tu m'en parles. Oreilles du lièvre de Californie. Moi Jamy. Lièvre de Californie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Bien mignon. On n'y arrivera pas? Ben non, on n'y arrivera pas. Mais là, il y a un problème de proportion, là, monsieur. Vous commencez le dessin, vous voyez bien que la taille des oreilles n'a pas de rapport avec le reste du corps. Monsieur, je comprends bien, il y a pas... Là, il y a un problème de proportion, là. Il faut reprendre le croquis depuis le début, là. Dieu était bourré, hein. Après, ça vaut pas... En termes de Dieu était bourré, ça vaut pas la petite antilope, là... Comment elle s'appelle? Le Dick-Dick. Alors attention, faut que je fasse gaffe à ce que je montre, parce que si j'ai tapé Dick-Dick sur internet, j'ai peur de ce qui peut sortir. Moi, je suis désolée, cet animal, il est très mignon, mais j'estime que ils l'ont laissé au projet bêta, quoi. Vous connaissiez pas le Dick-Dick? Dick-Dick, il y a un truc qui a pas été terminé. Bon, attends, celui-là, il a été... Celui-là, il y a un truc qui va pas, je pense, au niveau de l'image, là. Alors bon, ça peut être très mignon, mais c'est quand même un peu chelou, quand même, globalement, non? Ça s'écrit avec un K. DIK, plus loin DIK, encore. C'est le Dick-Dick. Lui aussi, il revient de faire des enfants. Il est, c'est un Dick-Dick à houppette, regardez. On dirait un dessinateur qui a eu la flemme de finir le nez, quoi. Et ils ont un peu de mascara en plus de ça. Non, c'est une drôle de tête quand même, hein, le Dick-Dick. Voilà. C'est une toute petite antilope, c'est la plus petite antilope du monde, si je vais pas de bêtises, le Dick-Dick. C'est un peu des snamètres. Bah, je sais pas ce que c'est en dessous des yeux. C'est vrai qu'il y a des espèces d'orifices en dessous. Est-ce que c'est des poils ou pas? Attendez, vous voulez... Après, on va sur Mario. Hein. Après le Dick-Dick. Le Dick-Dick, aussi appelé Madoka. Donc c'est ce petit truc. Donc c'est une antilope naine qui mesure à l'épaule de 30 à 43 cm. Le bruit de Dick-Dick vient du bruit qu'ils font lorsqu'ils sont en danger. Ça pèse 3 à 5 kg. Le Dick-Dick de Swain est le plus petit Dick-Dick. Ok, ah oui, donc c'est un groupe à part entière. Et alors du coup, c'est quoi cette histoire de tache en dessous des yeux, là? Est-ce qu'on peut savoir? La tête du Dick-Dick semble parfois disproportionnée par rapport au petit corps de l'animal. Le haut du corps est... Ouais, ça nous dit pas, hein. On peut avoir l'audio, mais je sais pas s'il y a un audio. Si je tape Dick-Dick Sound, ça va peut-être pas... On va peut-être pas trouver, non? Ah, attendez, si, je crois.
Non, ce nez qui s'allonge. C'est marrant ce nez qui s'allonge, non? Vous avez vu? Il est en train de reculer là, il a son radar de recul là. C'est son radar de recul. Où il est enrhumé, on ne sait pas. Oui, on dirait pas un vrai animal, on dirait un peu un Pokémon quoi. Des lamiers chez les cerfs, des glandes pour marquer son territoire. Ok, d'accord, merci pour la culture. Des taches, des trous avec des glandes pour répandre les phéromones, ça gonfle et tout. Ok. Et le saïga, c'est marrant comme tronche, j'ai peut-être déjà maté, mais attendez, mais on va jamais s'en sortir. Lui, c'est vraiment un snamètre. Pardon, on n'a dit pas le physique, mais là, quand même, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des animaux qui ont été quand même plus aidés que d'autres. On dirait un animal qui sort tout droit d'un truc de Star Wars. Vous trouvez pas? Clairement, mais ouais, mais c'est une monture dans Star Wars, c'est sûr. Un animal de No Man's Sky, exactement. Les finitions sont pas terminées, hein. Mais regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que cet animal? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a une excroissance, il s'est fait piquer par une guêpe. C'est une antilope qui s'est fait piquer par une guêpe et on a cru que c'était une nouvelle espèce. C'est ça, les biologistes, ils se sont complètement trompés. C'est une image faite par IA, je pense, ça, par contre, non? Mais en vrai, bon, on a quand même le mood, quoi. Ça, je pense que c'est pas une image faite par IA. Nani? C'est un peu rigolo. Ils ont un peu une tub à la place du nez, quand même, hein. Honnêtement, entre nous. Ah, c'est un animal dessiné par Mintos, ça, hein. Il y a une association de soutien pour les animaux moches si vous avez envie de rire et de donner de l'argent pour les protéger. Attends, je veux... Non, mais là, on veut partir là-dessus, là. Association soutien animaux moches. Ah, mais c'est 214, c'est L214? Non, c'est pas ça? Aide de soutien aux animaux moches. J'ai l'impression que c'est L214 quand même. Avec une antilope saïga, un rataupe, bon, un rataupe nu, hein, la classique. Une tortue à coups de serpent. Ah ouais, j'avoue que t'es badante, hein, je suis désolée pour toi. Le nazik, un classique. La chauve-souris bulldog. Le aïe-aïe est un lémurien de Madagascar. Le blobfish, un classique. Alors, le blobfish ressemble à ça parce que il est hors de l'eau. On sait pas vraiment à quoi ressemble un blobfish quand il est à l'intérieur de l'eau parce que c'est un truc qui est soumis à la pression. La révolte des animaux moches. C'est marrant, en vrai. Ouais, en fait, le blobfish, si c'était pas mort, ça aurait pas cette gueule-là. Je crois pas qu'on ait... On n'a pas de photo. C'est un poisson des abysses, je crois. Donc, on n'a pas de photo. Si je tape blobfish, on va tomber sur la sempiternelle photo de même, là. Mais je crois pas qu'il y ait de photos... Ah. Si. Trigger warning, blobfish. Vous voyez, ça a pas du tout la même tête quand c'est dans l'eau, hein. Ça ressemble à un poisson, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Mais c'est la pression qui fait qu'il ressemble à cette tête-là, quoi. Et que c'est devenu une reaction peak aussi, assez classique. Le pauvre. C'est vraiment de la morve, le truc rose. Ouais, c'est vraiment horrible. Ma commande de bouffe arrive et maintenant j'ai plus faim. Tu veux que je te montre un dictique, ça ira mieux, Baba. Regarde. Ça va aller mieux. Bon allez, on s'y jette là, Mario, là. Au fait, ça fait quasiment 2 heures qu'on piaille.
Il se fait body shame un peu. Bah ouais, je suis désolée, mais c'est un peu rigolo. Mais en même temps, on leur souhaite pas du mal. Mais celle-ci, c'est un peu pareil. C'est un peu rigolo, ça aussi. C'est une vidéo YouTube. Bah, c'était très mignon, j'ai adoré. Voilà. C'est Bambi avec une tête d'écureuil. C'est très vrai ce que tu dis. C'est très très vrai. This species of antelope are one of the smallest in the world. L'ours malais, ouais, c'est badant. L'ours malais. Mais les ours, ça peut être un peu badant en vrai. L'ours malais, C'est une vraie photo, ça? C'est une vraie photo, ça? On la sent bien. OMG 3 ans, je date. En fait, on dirait... C'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on dirait un mec qui s'est déguisé. Et du coup, c'est hyper effrayant. Parce qu'il a un côté un peu trop humanoïde. Du coup, on dirait un furry, mais vraiment malsain, tu vois. Il y a d'autres photos où ça passe, mais celle que je vous ai mise là sur le côté, là, on dirait vraiment un mec qui s'est... Ouais, un mélange de chimpanzé avec un ours, là. Ça va pas trop. Celle-ci aussi, elle est un peu effrayante, là. On dirait que c'est son jean qui a plissé, quoi. Il y en a d'autres où ça va, tu vois. Là, il ressemble plus ou moins à un ours plus ou moins normal. Là aussi, là, c'est OK. Mais il y en a d'autres, putain... C'est vrai, c'est vraiment un mec en costume, hein, avec un costume un peu trop grand d'ailleurs. La langue de Satan, la langue, elle fait peur. Hein. La langue, elle est effrayante. Hein. Mi-ours, mi-bulldog, remis homme derrière. Celle-ci, elle me met vraiment mal à l'aise. Vous pouvez mettre ça en fond d'écran de votre... d'un collègue au bureau. Le mec qui se connecte le matin. Ah en plus, on dirait qu'il a fait le make-up, mais pas sur les yeux, tu vois. Salut, c'est qui arrive. C'est un mec dans un costume gonflable, mais le compresseur est mort. Exactement, c'est ça. C'est ça. On ferait après une grosse soirée. Sur Teams, juste après avoir dit bonjour le lundi matin. Exactement. C'est l'ours de Baldur's Gate? Bah j'espère pas, parce que si c'est ça l'ours de Baldur's Gate, je suis pas sûre qu'on aille jusqu'au bout de la chose. Hein. Non, non, je crois que c'est un classique ours brun, voilà. Et oui, les gros lards, c'est des... Alors les gros lards, on en a parlé il y a cette semaine en plus. Je crois qu'on en a parlé dimanche.
Les gros lards, c'est un croisement entre l'ours brun et les ours polaires. Mais je pense que c'est des animaux qui existent que dans les zoos, non? Les gros lards. Parce que je vois pas trop comment ces deux types d'ours peuvent se rencontrer autrement que dans un zoo. En captivité, en tout cas. Ah, c'est un grizzly ours polaire, pardon. Ah, il y en a au nord du Canada, ok. Ah, le gros lard, c'est vraiment un gros lard, mais en un seul mot, quoi. Vous enlevez le S et le D de lard et vous mixez les deux, quoi. Mais oui, on aurait pu trouver un autre nom, quand même, hein. J'avoue que... C'est pas l'une des photos des plus connues d'internet, ça, en termes de... En termes d'ours. Celle-ci, tu l'as pas vue 1000 fois dans des avatars de Mamoun sur Doctissimo, genre. C'est très mignon, cette photo, hein, mais elle est très 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 connue, hein. Il est super chou, hein. Et pour moi, c'est vraiment avatar.png, quoi. Si je tape si je tape chat, tu dois en avoir 1000 aussi. Les photos de chat qu'on a. En fait, j'ai une question. Est-ce que dans quelle mesure les recherches Google, elles varient pas au fil du temps? Parce que chat, par exemple, j'ai juste tapé chat. Et genre, je m'attendais à trouver des photos de chats, genre, hyper connus. Et là, il y en a aucune. Il y a des photos qui reviennent tout le temps, qui sont proposées et tout ça. Du coup, dans quelle mesure les résultats des recherches en images, elles changent pas régulièrement? Notamment pour des mots ultra connus comme celui-ci. Ça doit varier, je pense, hein. Pourquoi c'est un ours ton image? C'est rêve. Keka, c'est un koala. Et oui, c'est vrai qu'il y a les cookies aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a les cookies. Bon bref, allez, on passe sur Mario Wonder, on s'y jette là, on continue de papoter en même temps. Mais on refera une session... on refera une session zoologie là. Et moi, dès que vous me branchez sur des animaux, vous savez que c'est mon point faible en termes de... Vous allez dire des trucs sales si je dis ça.